Souleymane Niang. Lamine Diack à la barre. C'est à l'instant même que l'ancien président de l'I2AF doit répondre sur le fond du dossier pour lequel son procès s'est ouvert ce matin devant la 32e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. Avant cela, le tribunal avait longuement entendu l'acte d'accusation après avoir rejeté la demande de report du procès introduite par les avocats de Pape Massata Diack. Les détails dans cette correspondance à Paris de Cheikh Sidou Silla. L'avocat français de Papa Massata Diack a introduit une demande de renvoi au motif que ses deux confrères sénégalais, dont Maître Moussa Sarr, sont bloqués à Dakar à cause de la fermeture des frontières. Il estime que la présence de Maître Moussa Sarr est nécessaire car c'est lui qui avait assisté à l'audition de Papa Massata Diack à Dakar. Il a sollicité un renvoi en juillet prochain en espérant que d'ici là, les frontières aériennes seraient ouvertes. Mais la partie civile et le parquet ont opposé un refus à cette demande. Le procureur de la République a même ajouté pour le déplorer que Papa Massata Diack jouait, je cite, au chat et à la souris avec la justice française. Le procureur a aussi fait remarquer, je cite, que l'attitude de Papa Massata Diack nuit à Lamine Diack. Le tribunal a rejeté la demande car, selon la juge, au moins un des avocats de Papa Massata Diack est présent à l'audience. Lamine Diack sera entendu sur le fond du dossier à deux reprises, mercredi après-midi et lundi après-midi. Après une longue lecture du rapport des faits qui sont reprochés à Lamine Diack et compagnie, la séance a été suspendue jusqu'à 14h. Il faut souligner que contrairement à l'audience du 13 janvier dernier, cette fois-ci, Lamine Diack n'a pas accusé de retard. Convoqué à 9h30, l'ancien président de la Fédération internationale est arrivé aux environs de 9h25, accompagné de ses deux avocats, Maître Simon Ndiaye et Maître William Bourdon. Au palais de justice de Paris, Cheikh Sidou Silla, RFM. Toujours au chapitre judiciaire, mais ici à Dakar, le verdict est tombé ce matin dans l'affaire du sextape au Mariste. 3 des 5 prévenus, qui sont des majeurs, ont été condamnés par le tribunal, dont 2 à une peine ferme. El Hadj Malik Diallo écope d'1 mois ferme plus une amende d'1 million de francs CFA, tandis que Amadou Matar Sey, lui, a été condamné à 2 ans de prison d'un 1 mois ferme, plus une amende d'1 million de francs CFA. Tony Hervé Gomis Di Tcherno écope de 2 mois avec sursis. Et puis l'affaire Thione Seck a été renvoyée par la cour d'appel de Dakar au 15 juin. L'artiste chanteur est impliqué dans une affaire de présumé trafic de faux billets de banque. Il avait été emprisonné pendant des mois avant de bénéficier d'une liberté provisoire. En première instance, le tribunal avait relaxé Thione Seck en demandant une annulation de la procédure. Allons maintenant à Thiès, où les flagrants délits sont jugés par vidéoconférence. Le président du tribunal de grande instance de Thiès, Mamadou Diouf, les procureurs et les avocats ont jugé nécessaire d'innover pour rendre la justice rapide, sécuriser les détenus dans un contexte de pandémie. Reportage Cheikh Anta Diop. Dans le contexte du coronavirus, le tribunal de Thiès a jugé nécessaire d'innover. Les affaires sont jugées sans que les détenus ne soient déplacés. Un matériel sophistiqué est installé au niveau de la grande salle d'audience. Un important dispositif est mis en place par des techniciens. Maître Cheikh Tidiane Mbodj, avocat de la cour à Thiès. Je crois qu'on a démarré le 20 avril avec cette téléaudience-là. Les affaires sont jugées sans que le détenu ou les détenus soient déplacés. Ils restent au niveau de la prison dans une salle avec les gardiens. On est dans la salle d'audience, magistrats, avocats, huissiers et quelques personnes qui sont soit des témoins ou des parties civiles. Le tribunal a fait son travail, le barreau aussi, le parquet, le procureur de la République. Tout le monde interroge le ou les détenus. Le dialogue était bien là entre magistrats, détenus, leurs avocats, les autres parties au procès. Il n'y a pas eu de contestation sur la marche de la chose. Les juges, les procureurs, le barreau, bref, les acteurs de la justice, tous ont adhéré au principe. Oui, en tout cas chez nous, vraiment, ça portait ses fruits. On a jugé pas mal de dossiers depuis le 20 avril. C'est comme ça qu'on a fonctionné. Il n'y a pas eu de couac, vraiment. Des dossiers importants ont été jugés. Les avocats de Thiès se félicitent de cette initiative de Mamadou Diouf, le président du tribunal de grande instance de Thiès, et de l'ensemble des juges qui, disent-ils, sont respectueux des principes qui gouvernent la justice. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance.
L'épidémie de Covid-19 poursuit sa propagation lentement mais sûrement au Sénégal. Une centaine de cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures. On note également un grand nombre de guéris. Tous les cas communautaires ont été enregistrés dans la région de Dakar. Les détails avec le docteur Marie-Khémès Ngom Ndiaye, directrice générale de la santé au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 1010 tests réalisés, 99 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,8%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 88 cas contacts suivis par nos services, 2 cas importés à partir de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, 9 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Sacré-Cœur 1, Pikine 1, Ben Tali 1, Yoff 1, HLM 5 1, Cambérène 1, Keur Massar 1, Fass 1 et Colobane 1. Donc tous les cas communautaires aujourd'hui sont à Dakar. 111 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 14 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 4427 cas ont été déclarés positifs, dont 2699 guéris, 49 décédés et donc 1678 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations à se mobiliser davantage au sein de nos communautés pour un respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Nous parlerons tout à l'heure des cas importés avec l'analyse de Awambaye. En attendant, après 3 mois d'immobilisme dû au coronavirus, les transporteurs reprennent service, mais cela réveille en même temps le spectre des accidents de la circulation. Le président de l'Union des routiers du Sénégal appelle à la prudence. Durant les 3 derniers mois, le secteur de l'artisanat attend toujours avec impatience. Mohamed Ali Mouba, qu'on va retrouver dans un instant, comme je vous le disais, il nous fait le point de l'appel de Gora Khouma à l'intention des chauffeurs après 3 mois d'état d'urgence. Mohamed Ali Mouba. Gora Khouma n'a pas attendu longtemps pour tenir un langage de vérité à ses collègues transporteurs. La prudence, la responsabilité sur les routes, 2 jours seulement après la reprise. Le président de l'Union des routiers. Alhamdulillah, aujourd'hui c'est la reprise de nos activités. Mais n'oublions pas que nous avons passé 3 mois sans accident et nous sommes engagés maintenant pour la reprise de nos activités. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Dans la discipline, avec la volonté, on doit pouvoir lutter contre le nombre important d'accidents enregistrés au Sénégal. La recommandation elle est simple, respectons les directives du code de la route. Jamais se presser. Si nous sommes fatigués, reposons-nous. Si nous sommes sommés, dormons. À défaut, bonjour les dégâts. Nous ne souhaitons pas compter des blessés ni des morts. Maintenons ce cap. Roulons sans faire des accidents. On peut le faire si nous sommes engagés. Durant ces 3 mois de confinement, le Sénégal a enregistré peu de cas d'accidents, ce qui se comprend. Mais Gora Khouma veut anticiper, surfer sur cette tendance. D'autant qu'au Sénégal, on dénombre pas moins de 600 morts par an dus aux accidents de la circulation. Une étude montre que plus de 80% des conducteurs n'ont pas fait d'auto-école pour passer le permis. La plupart sont analphabètes, une absence réelle aussi de réglementation qui précise le temps de travail de certains conducteurs, un facteur identifié comme une des causes des accidents routiers. Mais malgré tout cela, Gora Khouma veut que les routiers fassent des efforts pour éviter l'hécatombe sur nos routes. Et puis, comme vous le savez, le couvre-feu a encore été réaménagé. Il est maintenant de 23h à 5h du matin. Les citoyens se réjouissent de cet allègement. Ils parlent d'une opportunité pour eux de rattraper le manque à gagner durant la période de restriction. Reportage Koumba Sandiane Faye. Le couvre-feu fixé auparavant à partir de 20h, ensuite 21h, a été un lourd fardeau pour bon nombre de Sénégalais. Ndeye mène son petit commerce de poissons avant que l'on allège l'heure du couvre-feu. À présent, fixé de 23h à 5h du matin. Le manque à gagner se faisait sentir. Aujourd'hui, elle se rattrape. J'ai pris un décalage d'1 heure de temps. Comme ça, vers 20h30 aussi, j'ai rentré. Maintenant que c'est à 23h, je prends un peu plus de temps. Hier, je suis rentrée vers 21h passées. Un autre tiers
Tchernon, qui aussi s'active dans le commerce. Il vend des pantalons et chemises au marché Koloban. Le père de famille vivait la même situation, mais aujourd'hui, il reste au marché jusqu'après la prière du crépuscule. D'autres travailleurs aussi impactés, les couturiers et stylistes. Bob Style évolue dans ce milieu. Il se réjouit de l'allongement de ses heures de travail. Arrangé wuñu woon moment bi mu nekk woon 20 heures parce que métti woon na trop si ñun donc amoon nañ nag ay commande macha allah mais mënuñ ko woon liggéey parce que temps bi ñu amoon dafa gàtt. Sauf qu'il fallait assouplir avant la fête de Korité, période à laquelle il a beaucoup souffert des pertes que Babacar n'espère plus vivre à l'avenir. Moment bi ñu yokk heure bi nag moom ñun choisir wuñ ko woon moment boobu noonu parce que moment bi ñu ko yokk fekk c'est trop tard boobu bee wéy na mbuus ba pare xëy na nag dinañu arrangé jiwi après si ginnaaw mooy ko tabaski bi ñuy dugg si nii. Même si l'allègement noté sur l'heure du couvre-feu effraie certains vu la vitesse de contamination du virus. D'autres Sénégalais, eux, y trouvent leur compte et souhaitent ne plus supporter les pertes que leur a causé l'état d'urgence. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Retour sur le bilan du jour de l'épidémie de Covid-19. Comme vous l'avez noté, il y a eu 2 cas importés, des cas passés par l'AIBD. Voici à ce sujet l'analyse d'Awambaye. Le 6 juin dernier, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, dans son bilan du jour, avait précisé que sur les 94 personnes testées positives au coronavirus, 4 étaient des cas importés et sont passés par l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Ce matin encore, 2 cas importés sont notés et sont passés par les mêmes voies. En 48 heures donc, le Sénégal comptabilise 6 cas importés. Selon Seydina Alioune Boli, spécialiste en gestion des situations de crise, ces cas importés sont surtout dus au vol de rapatriement dont les passagers devaient être mis en quatorzaine. On aurait dû mettre en quatorzaine les personnes qui avaient été autorisées à rentrer au pays par voie aérienne. C'est comme le font en fait beaucoup de pays, notamment en Chine, ils font la même chose. Et donc là, c'est quelque chose qu'on a dû rater. Le fait est que les gens, même s'ils ont été testés, il aurait pu arriver que la charge virale ne soit pas assez importante, et voire même que la sensibilité des tests étant ce qu'ils sont aussi, eh bien, les choses il peut y avoir des choses inconnues qui se passent. En tout cas, la norme aurait dû être qu'on les mette en quatorzaine ou au moins. Je pense qu'à ce niveau-là, moi, je suis pas étonné aujourd'hui d'apprendre qu'il y a des cas importés. La fermeture des frontières aériennes le 18 mars 2020 a produit jusqu'ici de bons résultats dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Et la reprise du trafic aérien est prévue le 30 juin prochain et beaucoup craignent le retour massif des cas importés, surtout avec les vols provenant des pays très impactés par la pandémie à coronavirus, notamment la France, l'Italie, l'Espagne ou les États-Unis. Justement, à Wambaye, dans le cadre du rapatriement des Sénégalais qui étaient bloqués à l'étranger et des membres de la diaspora sénégalaise qui souhaitent revenir, un vaste pont aérien est lancé depuis quelques jours pour leur retour. À partir du 6 juin dernier et jusqu'au 1er juillet, la compagnie Air Sénégal effectuera un vol de rapatriement tous les jeudis et samedis en provenance et à destination de la France, soit 6 vols entre Paris et Dakar, s'agissant des Sénégalais établis ou bloqués en Italie et des Italiens résidant au Sénégal et souhaitant être rapatriés. 6 vols aller-retour sont également prévus, toujours avec Air Sénégal, cette fois-ci entre demain, mardi 9 juin et le 17 juin prochain. Pour les Sénégalais devant être rapatriés des États-Unis, 2 vols de la compagnie Delta Airlines sont prévus les 11 et 12 juin. Enfin, Air Sénégal assurera les vols de rapatriement des Sénégalais du Bénin et du Nigeria les 11 et 12 juin, de la Côte d'Ivoire le 10 juin, du Cameroun et du Gabon les 15 et 16 juin et enfin du Togo et du Ghana le 14 juin prochain.
S'agissant maintenant de l'impact du Covid-19 sur les secteurs d'activité, après les artisans du village artisanal de Soumbédioune, les chambres de métiers se signalent. Le président de l'Union nationale des chambres de métiers du Sénégal estime que leur secteur est oublié dans le fonds Force Covid-19. Il interpelle ainsi le ministre en charge de l'artisanat. Écoutons Issa Dieye au micro de Nafissatou Sila. Le secteur de l'artisanat attend toujours avec impatience l'appui de l'État dans le cadre du programme de résilience économique et sociale. Jusqu'à aujourd'hui, le seul appui obtenu de l'État vient du projet d'employabilité des jeunes par l'apprentissage non formel PEJA, qui est un projet spécifique financé par la Banque mondiale à travers le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat, mais qui est un projet qui connaît déjà ses cibles et sa zone d'intervention, qui ne concerne que 8 corps de métier. À mon avis, cet appui ne doit pas occulter les 112 corps de métier restants. Sur ce, je lance un appel solennel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'appuyer davantage le secteur de l'artisanat à l'instar des autres secteurs où l'appui est effectif et connu, pour dire que le secteur de l'artisanat également mérite d'être accompagné, ne serait-ce que de voir l'exemple des villages artisanaux qui sont fermés depuis 3 mois, les unités de production, entre autres. En ce qui concerne les artisans ici à Soumbédioune, moi en tant que le président de l'UNCM, je le juge légitime grand espoir que le ministre Dame Diop, au regard de l'importance qu'il accorde au secteur et de son attention particulière aux préoccupations des artisans, est en train de prendre toutes les dispositions idoines à ce propos. 12h18, s'adapter au Covid-19 sans incidence sur le travail parlementaire. C'était aussi l'un des défis posés à l'Assemblée nationale sollicitée aux premières heures de la crise sanitaire pour donner un cadre législatif au paquet de mesures présidentielles pour la stratégie de riposte. Explication, Abdoulaye Cissé. À peu de choses près, on peut comparer l'Assemblée nationale à l'école sénégalaise à la date du 14 mars où les pensionnaires sont invités à rester à la maison. Ça ne devrait en aucun cas être considéré comme des vacances, à tout le moins des vacances studieuses. Aymérou Nying est le président du groupe parlementaire de la majorité. Nous avons travaillé sous un format réduit, mais qui n'enlève en rien de la pertinence et de la légalité des lois que nous votons. Et cela est d'autant plus vrai que depuis la loi d'habilitation, nous avons travaillé sous un format qui est un format confiné, mais nous avons fait passer depuis lors 11 projets de loi. Toutefois, la session parlementaire en cours se termine le 30 juin, mais un rapide calcul permet de voir que le gouvernement a un délai réglementaire qui court jusqu'au 2 juillet pour faire ratifier les lois prises avec les ordonnances. Pas de panique, le règlement intérieur a tout prévu. D'ici d'ailleurs la fin du mois de juin, je vous apprends, il y a encore 4 projets de loi qui sont sur la table de l'Assemblée nationale et qui vont être examinés en commission et passés en plénière. En cas de besoin, en ce moment, on pourrait justement convoquer une session extraordinaire. Et au cours de ces sessions extraordinaires-là, s'il y a des urgences, on pourra examiner en tout cas toutes les questions. C'est des sessions extraordinaires qui dureront 15 jours. L'institution du président de la République a dû vite s'adapter à se résoudre à les conseils des ministres en visioconférence. L'Assemblée nationale avait un avantage en présentiel. Aymérou Nying. Nous avons fait mieux que de le faire en visioconférence. Nous l'avons fait avec la présence de toutes les sensibilités politiques. Je suis en train de vous dire que nous n'avions pas besoin forcément de faire des trucs par visioconférence. Ce qui a été important, c'est qu'à chaque fois que nous avons porté des sujets, les personnes que ça pouvait intéresser ont pu se déplacer, venir et participer au débat au niveau de l'Assemblée nationale. Après ce défi circonscrit à la session parlementaire, pointe un autre défi plus difficile à relever, la session budgétaire en fin d'année. D'autant que personne ne peut prédire à ce jour quand la crise sanitaire va passer son chemin. Après l'Assemblée nationale, les universités, les amicales des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar dénoncent la démarche du ministre de l'Enseignement supérieur dans la gestion de la crise actuelle liée à la pandémie du Covid-19. Il parle d'une gestion unilatérale de Cheikh Omar Anne. Ces étudiants demandent des mesures d'accompagnement pour l'enseignement à distance. Ils l'ont dit lors d'un point de presse ce matin. Écoutons un de leurs porte-parole, Babacar Ndiaye, dit Moukhabara, au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Le ministre ne nous donne pas l'opportunité de se prononcer souvent sur ces démarches. Il prend ses propres décisions sans même nous consulter. Donc en tant que représentant des étudiants aussi, là, on ne peut pas accepter qu'on soit laissé en rade par rapport à ces démarches. On doit être consulté parce qu'après tout, nous avons des propositions à donner. Nous représentons les étudiants, donc forcément, nous devons faire de nos propositions
Et depuis le début, ils ne nous ont même pas contacté ou bien prendre avec nous pour discuter effectivement de la situation. Nous avons constaté que la quasi-totalité des étudiants qui sont à l'université Saint-Antonio de Dakar résident au fond du Sénégal. Vous voyez. Donc là aussi, vouloir coûte que coûte se lancer sur des enseignements à distance, ça serait un peu suicidaire. Ouais. Donc, comme vous le savez, il y a un problème, cette couverture de réseau n'est pas du tout fameux dans tout le pays. Donc, et vouloir maintenant, l'autre problème aussi, c'est que les étudiants n'ont pas souvent un smartphone qui leur permettra bien sûr de se connecter à tout moment, ou bien même la connexion n'est pas gratuite pour ces étudiants-là. Donc là aussi, ça pose problème. Nous, ce que nous avons proposé d'abord, c'est que, en fait, les professeurs mettent d'abord dans ces plateformes-là les intrants pédagogiques. Quand je dis les intrants pédagogiques, tout ce qui est cours, donc il le donne à la disposition des étudiants. Comme ça, l'étudiant, chez lui, il pourra rester tranquillement, télécharger le cours, comme ça, pour ne pas désapprendre, comme on le dit souvent. Il pourra de temps en autre consulter ces documents et dire que la situation se décante. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Barthélémy Ngom. Rebonjour Souleymane Niang. Attaque meurtrière dans un village de la région de Mopti au Mali. L'attaque a eu lieu dans le village de Binédéma. Les assaillants ont abattu 26 personnes, dont une femme et des enfants. Les victimes appartiennent principalement à la communauté Peul. Une source locale a confié à France 24 que le village a été incendié. Un élu local a pour sa part précisé que les assaillants étaient habillés en tenue de l'armée malienne. Juste rappeler Souleymane que le centre du Mali est en proie à de nombreuses violences depuis 2015. Les attaques sont pour le plus souvent suivies de représailles. La société civile camerounaise se mobilise contre l'impunité des forces de sécurité. Ces défenseurs des droits humains ont profité de la vague de contestation qui a suivi l'annonce de la mort du journaliste Samuel Ouazizi lors de sa détention par des militaires. Ils ont aussi énuméré d'autres cas similaires pour réclamer des enquêtes. Sodakam. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, REDEC, lance ce lundi une campagne en ligne associant des organisations des autres pays d'Afrique centrale et demandant le soutien des organes des Nations Unies, de l'Union africaine et des diplomates étrangers. Parmi les cas cités, des exécutions sommaires dans un village du Nord en juillet 2018, la disparition le mois suivant de Franklin Moa, membre du REDEC à Kumba, ou encore le massacre de Ngarbou le 14 février 2020. Il est temps que les enquêtes soit approfondie, estime Maximilienne Ngobé. Pour la directrice exécutive du REDEC, la justice camerounaise ne doit pas se limiter à juger les exécutants, mais aussi les commanditaires. Maximilienne Ngobé salue par ailleurs la mise en place annoncée d'une commission d'enquête sur la mort du journaliste Samuel Ouazizi, mais souhaite que la famille et la société civile y soient associées. C'est aussi le point de vue de maître Emmanuel Inkea, un des avocats de la famille Ouazizi, qui demande que la famille soit représentée dans cette commission promise vendredi par le président Biya à l'ambassadeur de France. Les syndicats de journalistes de leur côté organisent des manifestations demain, mardi, pour demander la formalisation de cette commission et à y être représentés, au moins par un avocat, pour s'assurer de son indépendance. Sodekam, et puis au Kenya, Souleymane, la police était impliquée également dans la mort de 15 personnes depuis l'instauration du couvre-feu. C'était le 27 mars dernier dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. C'est ce qu'indique en tout cas un communiqué de l'autorité indépendante de contrôle de la police, l'IPOA, dit avoir reçu 87 plaintes contre la police. Au-delà des 15 morts, 31 incidents menant à des blessures ont été directement liés à des actions des policiers dans le cadre du maintien du couvre-feu. Et puis pour boucler cette page inter, Barthélémy Ngom, l'Égypte propose un nouveau plan pour la Libye. Ce plan a été décidé au terme d'âpres discussions au Caire. Il s'agit de créer un conseil élu et d'instaurer un cessez-le-feu à compter de ce lundi. Signaler que cette guerre en Libye a fait plus de 16 000 déplacés lors des derniers combats à l'ouest, à Narosha. La mission des Nations Unies en Libye reste préoccupée par la souffrance des populations civiles à cause du cycle continu de violence. Dans un communiqué publié hier dimanche, l'Amanoul indique que les récents développements militaires dans le Grand Tripoli et à Tarhouna, au sud-est de Tripoli, ont entraîné de nouvelles vagues de déplacements et de souffrances pour plus de 16 000 Libyens ces derniers jours. Des corps auraient également été découverts
ouvert à l'hôpital de Tarhouna, repris vendredi par les forces du gouvernement d'union aux mains des forces du maréchal Haftar. La Manoul fait aussi cas de pillage et de destruction de propriétés privées et publiques qui pourraient être considérées comme des représailles. Selon France 24, les autorités de Tripoli ont menacé les auteurs de ces pillages de poursuites pénales. Entre-temps, l'Égypte a proposé un nouveau plan de sortie de crise. Cela fait suite à des discussions samedi dernier entre le président égyptien Al-Sisi et le maréchal Haftar. L'homme fort de l'Est libyen est favorable à un cessez-le-feu à partir de ce lundi. Dans sa déclaration du Caire, le président égyptien propose également la création d'un conseil élu. Il réclame le retrait des mercenaires étrangers de tout le territoire libyen et la remise des armes. Pour rappel, le conflit libyen, qui dure depuis plus d'1 an maintenant, a fait des centaines de morts et plus de 200 000 déplacés à ce jour. Anna Rocha qui siffle la fin de cette page internationale. Merci Barthélémy Ngom et bon appétit. Merci beaucoup. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici. Allons maintenant dans la région de Ziguinchor pour notre focus du jour consacré au déminage. L'accident d'un soldat lors d'une opération de sécurisation des zones dans le sud-est de l'arrondissement de Niaguis repose sur la table la question du retour des déplacés dans un contexte où beaucoup de zones sont encore sous l'emprise des mines. Le CNAMS suggère que les opérations de déminage se poursuivent alors que l'ANRAC ne voit pas d'inconvénient à l'enclenchement du mouvement retour des populations. Les acteurs du processus de paix appellent à des négociations autour du déminage pour éviter des accidents de mines. Dossier réalisé par notre correspondant à Ziguinchor, Lamine Ba. L'armée, à travers les opérations de sécurisation menées dans le sud-est de l'arrondissement de Niaguis, cible 2 objectifs. Restaurer l'autorité de l'État et ouvrir la voie au retour des déplacés. C'est au cours de ces opérations qu'un soldat a été blessé par une mine, un incident qui suscite des interrogations sur les risques encourus par les populations qui désirent y retourner pour la reprise des activités économiques. L'ANRAC, en charge de la réinsertion des déplacés, ne voit pas d'inconvénient à la reprise du mouvement retour à partir du moment où elle a obtenu le quitus de l'armée. Ansou Sané est son directeur général. À partir du moment où les conditions sécuritaires sont réunies par les forces de défense et de sécurité, et à partir du moment où ces mêmes forces de défense et de sécurité sont favorables au retour des populations après avoir réuni ces conditions, notre mission intervient à partir de ce moment-là pour accompagner ces populations. Le Centre national d'action anti-mine du Sénégal, organe en charge de la mise en œuvre des opérations de déminage en Casamance, aurait souhaité que ça se passe différemment. Colonel Barham Thiam, directeur du CNAMS. Les mines, c'est des armes très discrètes. Donc, pour assurer la sécurité des populations, assurer le retour sécurisé de ces habitants dans leur localité, il faut que ce travail d'opération de déminage humanitaire se fasse. Sinon, le risque est là, tout le monde est exposé. Il est conforté dans cette position par Ibrahim Amadjemé, membre du groupe de réflexion pour la paix en Casamance, facilitateur dans le processus de paix. Et de retourner les populations sans au préalable prendre des mesures de déminage ne serait pas la meilleure forme et la meilleure voie. Il faut peut-être encourager le CNAMS à accélérer la procédure de déminage avec ses interlocuteurs. Comme ça, une fois le déminage effectué, les populations peuvent retourner tranquillement dans leur zone d'origine. Colonel Barham Thiam du CNAMS est d'avis que c'est l'unique manière d'éviter de potentiels accidents de mine qui pourraient naître d'une réoccupation non préparée des zones infestées. Si on vient donc au meilleur des cas, on vient avant les populations, qu'on nettoie, qu'on regarde d'un œil de technicien, qu'on nettoie tout ce qui semble être un danger de mine ou reste exposé de guerre. Ça, c'est l'idéal. Sinon, les populations elles-mêmes vont être converties en victimes. Aujourd'hui, ce sont plus de 144 localités réparties dans plusieurs zones qui attendent toujours d'être déminées. C'est pourquoi Ibrahim Amadjemé du GRPC appelle les acteurs du processus de paix à trouver un consensus spécifique sur la question du déminage humanitaire. Le plus tôt on le ferait, mieux ça vaudrait. Donc il faut que les deux parties s'accordent de la nécessité de déminer. Même si les discussions peuvent se poursuivre. Le contexte d'accalmie prolongé en Casamance a installé chez les populations déplacées un énorme espoir de retrouver leurs localités abandonnées du fait du conflit. L'État, qui s'inscrit dans la dynamique de les accompagner, est invité à être le plus conciliant possible pour éviter des incidents qui peuvent saper ce mouvement. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. À présent, l'actualité de l'épidémie de Covid-19 et même de la pandémie de Covid-19 à travers le monde. Coronews avec Youssouf Bodian. Avec 111 nouvelles guérisons, le Sénégal compte à ce jour près de 2700 patients rétablis, soit 1020 de plus que les malades actuellement internés.
C'est d'ailleurs la tendance observée en Afrique avec 43,77% de guérison sur les 189 559 cas confirmés et un taux de létalité de seulement 2,73%. En Algérie, où plus de 10 000 cas ont été recensés, une partie des commerces a commencé à rouvrir ce dimanche. Toutefois, le confinement partiel reste en vigueur dans la majeure partie des pays jusqu'au 13 juin. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a décidé du déconfinement du quartier ouvrier de Nairobi et de la ville de Mombasa, mais le couvre-feu est prolongé pour un mois supplémentaire afin d'enrayer la propagation du coronavirus. Le Bénin semble être sur la bonne voie pour circonscrire la pandémie. Officiellement, sur les 288 cas confirmés, seuls 90 sont encore en traitement, 186 sont guéris et 4 décès. Aucune nouvelle contamination n'a été recensée depuis 17 jours en Nouvelle-Zélande. Le pays ne compte plus de cas actifs puisque l'ultime personne qui a été hospitalisée à cause de la Covid-19 est guérie. La Nouvelle-Zélande a levé ce lundi toutes les restrictions nationales qui avaient été décrétées pour lutter contre le coronavirus, mais les frontières restent fermées. Dans le monde, plus de 7 millions de cas de Covid-19 ont été officiellement déclarés. Près des 2 tiers sont recensés en Europe et aux États-Unis. Aux États-Unis, justement, 691 personnes supplémentaires sont mortes au cours de ces dernières 24 heures, ce qui porte à 110 482 le nombre total de décès. Malgré tout, New York va entrer dans la phase 1 du plan de réouverture de ses activités économiques. Les entreprises du bâtiment et les usines de la capitale économique américaine vont reprendre le travail. La propagation du virus s'accélère en Amérique latine et notamment au Brésil, qui enregistre plus de 670 000 cas et 35 900 morts, un nombre que bien des spécialistes considèrent comme largement sous-évalué. En Inde, les centres commerciaux et lieux de culte sont autorisés à rouvrir ce lundi, malgré une pandémie du nouveau coronavirus toujours virulente dans ce pays. Le dernier bilan officiel de lundi fait état de 256 611 cas confirmés et 7 135 morts. Le Pakistan, de son côté, a dépassé officiellement ce lundi le cap des 100 000 malades du nouveau coronavirus. Les hôpitaux commencent à être saturés dans le pays qui a franchi dimanche la barre des 2000 morts. La France, qui en est à sa deuxième phase de déconfinement, a enregistré 13 décès du nouveau coronavirus dans les hôpitaux ces dernières 24 heures, soit le bilan le plus faible depuis mi-mars. L'Espagne réussit également à maîtriser le virus ces dernières semaines. Les matchs du championnat de foot reprendront ce mercredi après 3 mois d'interruption. Pour freiner la propagation du virus, l'OMS recommande désormais le port du masque en public. Une nouveauté puisque l'Organisation mondiale de la santé a toujours conseillé que les masques médicaux soient portés par les personnes malades et par celles qui les soignent. D'après une nouvelle étude allemande, le masque entraînerait une réduction de 40% de la transmission du virus. D'après les conclusions de cette étude, porter des masques faciaux réduit considérablement la propagation du virus, notamment dans les grandes agglomérations. RFM, la presse du jour. La presse de ce lundi 8 juin, lui, est commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Après 3 mois de lutte contre le Covid-19, les présages de l'équipe de riposte, bilan mensuel et perspectives samedi dernier. Les journaux font l'économie des communications. De mauvais présages soutient le journal Enquête. En première page, la photo du docteur Abdoulaye Bousso, masqué comme dans une méditation, avec la phrase suivante: nous sommes sous stress. Dans Vox Populi, le même Abdoulaye Bousso affirme qu'on peut passer à une situation plus grave. La maladie est là, la transmission est active et elle se poursuit. À plus de 4000 cas de Covid-19, dont 136 agents de santé. Les spécialistes alertent sur le danger qui guette le pays. Même le professeur Seydi alerte, écrit le journal LAS. Il soutient que nous risquons d'être débordés. Risques liés à l'assouplissement des mesures d'urgence, la reprise du trafic interurbain notamment et le relâchement dans les mesures barrières. Il y a de quoi avoir peur, signale le journal sur ça. Reportage du journal Vox Populi ce matin. Week-end de promotion du corona sur les plages. Malgré l'interdiction du ministre de l'Intérieur, les Dakarois se lâchent en bord de mer de Yoff à Cambérène en passant par Yamalai, parcelle les plages noires de monde. Le confrère sort de son détour dépité, découragé. Et pourtant, dans l'interview Vérité avec le journal Observateur, un professeur Seydi semble confiant à condition que tout le monde joue sa partition. Si tout le monde respecte les mesures barrières, l'épidémie sera
pas bientôt un mauvais souvenir, d'autant que le Sénégal a atteint son pic et poursuit aujourd'hui son plateau. En attendant, les équipes de riposte doivent résoudre ce que le Soleil appelle l'équation des asymptomatiques. Plus de 60% des infectés sont sans signe clinique. Les chiffres de la maladie, le journal Le Quotidien nous dit que plus de 58 000 tests ont été réalisés depuis le début de la maladie au Sénégal. 4 249 cas positifs, 74% à Dakar. Les 14 régions ont toutes touché. Beaucoup de guéris aussi, plus de 2500. Libé d'ailleurs ce matin très optimiste. Le confrère note qu'à ce jour, plusieurs foyers ont été éteints. Tor, Makanomba, Linguère, Medina Gounass. Plus que 2 patients sous traitement à Tambacounda et Kaolack. 294 malades sortis d'hospitalisation à Touba. Pour le professeur Seydi, l'efficacité de la chloroquine ne se pose plus. La vérité par les chiffres. Avec la réouverture du trafic interurbain, le journal Le Quotidien a fait un saut à la gare des Beaux-Maraîchers. Vie presque normale, constate le confrère, l'essentiel du dispositif pour éviter de choper le virus en place. Mais le plus important n'est pas là, le test rapide. À Diourbel, le confrère a fait le même constat. Les acteurs de la santé ne sont pas encore là. À la gare routière de Tambacounda, malgré les couacs, le trafic a repris à grande vitesse même. Chacun veut rejoindre sa famille après une longue séparation. Le reporter du Soleil constate lui aussi une ruée à la gare des Beaux-Maraîchers. Ruée et respect des mesures barrières, redémarrage timide à Tiwawan. À Louga, la reprise décalée de 24 heures. Le virus ne doit pas passer par les moyens de transport, soutient le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, Maître Marium, qui a fait le déplacement à la gare où il constate avec plaisir, dit-il, la digitalisation de la gare. Mais attention, avertit Sud Quotidien, avec la reprise du trafic interurbain, le péril s'invite désormais sur la route avec des chauffeurs, pour la plupart peu conscients de leurs responsabilités. L'aide alimentaire d'urgence ou coronavirus, enquête du journal L'Observateur ce matin sur un cas communautaire. Plusieurs régions attendent désespérément l'aide alimentaire. À Ziguinchor, on paye pour se faire livrer. Abdoulaye Baldé dans tous ses états. 85 629 bénéficiaires attendent encore à Diourbel. 109 809 ménages en Radaties. Le journal constate la grosse colère des populations à Kolda et à Louga. Des salariés qui disputent les vivres avec des pauvres à Kaffrine. Et puis sport à la une de Sunu Lamb, localisé au Mali, Paul Maurice confie, il dit « J'ai arrêté ma carrière, je suis dessus, mes regrets ne pas avoir réussi à devenir roi des arènes. J'avais pourtant les moyens d'amener les cachus à 500 millions de francs CFA. » Dans le journaliste de quotidien, la Bundesliga en pas de la consécration, le Bayern flirte avec un 8e titre consécutif. Note le confrère, le journaliste de quotidien nous dit « Ce 30e titre pourrait être acquis dès samedi prochain. » Toujours dans le journaliste quotidien, Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football, évoque sa candidature. Il dit « Moi, candidat à ma succession, on verra. Je ne me couche jamais en pensant à la présidence de la CAF. » La CAN a 24 n'aura de sens qu'avec des co-organisations. Dans le journal Record, on retrouve Maître Augustin Senghor qui maintient le flou selon le journal. Ma candidature, ce n'est pas ce qui compte. Débattre de candidature nous détourne de l'essentiel. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h40, bienvenue à Point de vue. Nous débattons aujourd'hui de la cohérence et de la pertinence des dernières mesures et des derniers actes administratifs pris par les autorités dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Et pour en parler, nous sommes avec des gens de l'art. À commencer par M. Abdou Fouta Diakhoumpa, ancien inspecteur du travail, formateur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. M. Diakhoumpa, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec Sadikh Niass, secrétaire général de la RADDHO, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. M. Niass, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, Abdou Fouta Diakhoumpa, ces derniers temps, on entend beaucoup de citoyens s'interroger, sinon se plaindre de ce qu'ils considèrent comme une sorte d'incohérence, de manque de pertinence de certains actes administratifs qui sont pris,
qui pour renforcer la riposte, qui pour alléger un peu les mesures accompagnant l'état d'urgence et le couvre-feu. Arrêtons-nous d'abord sur des aspects purement formels, même si ce n'est pas l'essentiel de la question. Certains interrogent la qualité des textes qui sont pris, les arrêtés, les décrets, qui ne semblent pas militer à simplifier les choses ou à les rendre intelligibles. Quel est votre point de vue là-dessus, avant d'entrer dans le fond de la cohérence même de ces mesures? Je vous remercie. Il faut dire que le désordre, pour ne pas dire le relâchement, ne date pas de maintenant. C'est pas venu avec la pandémie actuelle. Quand vous vous intéressez au texte que produit le pouvoir exécutif du Sénégal, vous allez vous rendre compte de beaucoup de manquements du point de vue de l'orthodoxie de la rédaction administrative. Mais ce désordre, ce n'est pas simplement du point de vue des textes qu'on prend. Ce matin, j'ai entendu à votre radio dire que le riz destiné aux populations est stocké à la gendarmerie de Bambey, en plein air, sous le soleil et à même le sol. Et moi-même, j'ai vécu ce matin ce désordre au niveau du centre de contrôle technique des véhicules. On m'appelle samedi pour me dire « Vous avez rendez-vous ». J'arrive, le rendez-vous n'était pas enregistré. Il a fallu faire des va-et-vient, perdre beaucoup de temps. Les agents n'étaient pas informés, alors que c'est le centre lui-même qui m'a appelé pour me dire « Vous avez rendez-vous ». C'est pas moi qui ai appelé comme c'était le cas. Ce qui se pose à l'heure actuelle au niveau des textes administratifs, c'est parce que les rédacteurs, la plupart du temps, soit ils sont pris de court par le délai, comme les derniers textes que nous avons vus, tout le monde sent que ça a été pris dans la précipitation, soit parce que les gens ne font pas preuve de rigueur. Je peux vous donner plusieurs exemples, mais je vais en choisir 3 si vous me le permettez. Peut-être 2 ou un seul. Un, 2 si vous voulez. Oui. Pas aucun problème par rapport à ça. Malheureusement, très peu de temps. Donc, un cas où le texte n'est pas allé jusqu'au fond des choses. Par exemple, quand vous prenez la première ordonnance du chef de l'État 2020-01, vous voyez que on dit quelque part que le licenciement opéré, sauf pour lourd, est nul. Mais on n'en tire pas les conséquences. Ça veut dire que la poire a été coupée en 2. Il fallait simplement rajouter quelques mots pour dire que c'est la réintégration qui est de rigueur. À partir de ce moment, l'administration du travail pourrait intervenir. Mais non, il faut aller jusqu'au juge social, ce qui va durer au mieux des cas au moins 1 an. Et on escompte qu'une réintégration qui ne pourra se faire dans 1 an peut poser évidemment un problème parce que la réintégration est une question de fond qu'on ne saurait traiter en référé. Vous avez évoqué l'un des facteurs explicatifs possibles, c'est-à-dire le manque de temps pour circulariser les textes pour que les hommes de l'art puissent voir toutes les conséquences à tirer justement des mesures qui sont décidées au plus haut sommet. Qu'aurait-il fallu faire justement pour, malgré les délais, les contraintes, prendre quand même de bons textes? Parce que l'autre conséquence, c'est quoi? C'est que chaque fois, on est obligé de revenir pour faire une exégèse, une interprétation des textes qui ne sont pas suffisamment clairs. Le dernier arrêté, par exemple, sur les interdictions de rassemblement, de réunion, on a vu toute la cacophonie. Dès qu'on a annoncé à la télé, alors même que les textes n'étaient pas encore pris, les citoyens en ont tiré les conséquences. Dans l'après-midi, les rassemblements ont commencé, alors que ces rassemblements étaient interdits au niveau des plages pour le sport, par exemple. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire d'après vous? Non, c'est un manque de rigueur, monsieur. Ce n'est rien d'autre qu'un manque de rigueur. Parce que quand la rigueur est absente, tout comporte des faiblesses. Je veux dire, ces textes que vous évoquez, tout le monde avait pensé que le samedi matin, les véhicules particuliers pouvaient circuler. Moi-même, j'en étais convaincu. Exactement. Je devais aller sortir de Dakar pour aller assister à un conseil municipal. Heureusement que j'ai eu le réflexe du vieux fonctionnaire que je suis pour avoir avec moi une autorisation délivrée par le ministère de l'Intérieur. Il y en a aussi des cérémonies familiales. Oui, au niveau des cérémonies familiales, c'est la même chose, parce que tout le monde pense qu'on peut, à partir de maintenant, organiser des cérémonies familiales, organiser des hawarés au grand théâtre, etc. Alors qu'apparemment, c'est pas le cas. Le problème de la qualité du texte, mais il y a le problème de l'information
qui doit suivre après le texte. Pour clarifier tout ça. Tout ça, c'est dû au fait qu'avant, il y avait au niveau de chaque ministère un haut fonctionnaire, la plupart du temps un administrateur chevronné, qui s'occupait de la rédaction des textes, ce qui n'existe presque plus. Très bien, on vous a bien compris. En France, je termine, en France, au niveau de chaque ministère, il y a un membre du Conseil d'État. Ça veut dire vraiment quelqu'un qui est au top de la rédaction administrative. Pour aider à la rédaction au niveau des ministères qui suscite plus ou moins cette cacophonie. On a bien compris. Allons maintenant dans le fond avec vous, Sadir Niasse, pour parler de la cohérence générale. Certains disent maintenant à quoi bon continuer de fermer les écoles, d'interdire les rassemblements, quelle que soit leur nature, puisqu'on a décidé d'ouvrir les vannes et que les gens peuvent se déplacer ad libidem. Est-ce que dans ces conditions, il fait encore sens de garder certaines restrictions, d'après vous? Merci, M. Nia. À la suite de M. Diakhoumpa sur ces propos dont je ne vais pas encore revenir la plupart, je pose effectivement sur l'orthodoxie des textes. Mais il y a également certaines cohérences dans la communication. Moi, je dirais déficit de communication qui prête souvent à confusion. Je donne l'exemple, par exemple, quand il s'est agi du port des masques. Et souvent, même cette incohérence est souvent importée. C'est-à-dire qu'il y a aussi des incohérences qui sont largement partagées à travers le monde. Ce matin même, j'ai entendu l'OMS dire que voilà, maintenant le port du masque, alors qu'avant, il disait qu'il ne fallait pas privilégier le port du masque. Et on sait que le port du masque n'a pas d'égal par rapport à la lutte, en tout cas contre la propagation de la maladie. Mais certains ont mis ça sur le fait que la maladie n'est pas très connue, l'épidémiologie est très, changeante, et que dans ces conditions, on ne peut pas avoir une religion faite sur ce qu'il y a lieu de faire. Ça, effectivement, je constate que la maladie, la pandémie a surpris vraiment, c'est pas seulement ici, tout le monde. Ces incohérences ont été reprises un peu partout, mais du point de vue au niveau national, vous voyez par exemple le rapatriement des personnes décédées de Covid-19, ça a posé un problème ici. Alors que c'était, à mon avis, c'est une incohérence qui a même conduit parfois les populations à se rebeller contre vraiment l'enterrement des personnes décédées de Covid-19 dans leur localité. Et ça a entraîné aussi cette confusion. Il y a pas mal d'autres cas sur lesquels on peut revenir, mais comme vous dites, c'est aussi l'impréparation et la surprise qui a été notée par rapport à la gestion et la connaissance de la maladie. Du point de vue du droit, et notamment des droits humains, tout le monde sait que le couvre-feu, c'est une atteinte aux libertés pour le bien d'un autre principe positif, c'est-à-dire la préservation de la sécurité publique, etc. Mais d'après vous, est-ce qu'aujourd'hui, il y a lieu de continuer à appliquer un couvre-feu, quelle que soit quand même la durée du couvre-feu en nombre d'heures? Est-ce qu'il ne faudrait pas lever toutes ces mesures maintenant? Non, à mon avis, le couvre-feu de 23h à 5h du matin est pratiquement, à mon avis, inutile. Inutile du point de vue du coût humain et du coût financier que cela engendre, mais également des risques de violation des droits humains. Je ne parle pas des libertés d'aller et de venir, ça se comprend, les libertés aussi peuvent être limitées quand il y a des cas de force majeure, mais durant ce couvre-feu, on a noté aussi d'autres formes de violation des droits humains qui auraient pu ne pas avoir lieu, qui auraient dû ne pas avoir lieu, par exemple les tortures des personnes qui ont été prises en flagrant délit de violation du couvre-feu. Pour une raison ou une autre, ne devraient pas être torturés physiquement. Il y a des dispositions qui prévoient des sanctions. Ces sanctions devraient être appliquées. Un point, c'est tout, mais pas de les torturer. On a vu quand même le couvre-feu s'accompagner de violences parfois policières, de violences policières inouïes et d'interventions musclées de la police pour arrêter soit des imams, soit etc. On l'a vu dans certains quartiers et ça, c'est des choses qui ont été déplorables,
qui ont été quand même soulignés par les organisations de défense des droits de l'homme comme la RADDHO et Amnesty International. Merci Cédric Niasse, merci à vous également Abdou Fouta Diakhoumpa. Malheureusement, nous arrivons au terme du temps qui nous était imparti, mais nous vous retrouverons tous les deux dans notre édition en Wolof.